Chers amis, merci d'être là, merci d'être présents pour cette nouvelle rencontre que nous allons partager ensemble avec l'ensemble de vos commentaires. Vous le savez, on a besoin de savoir de quelle manière vous appréhendez ces émissions, ce que vous en pensez, vous les commentez et vous connaissez la méthodologie depuis le temps. Merci donc d'être avec nous. On va parler avec une personnalité que vous avez sans doute eu l'occasion de voir plusieurs fois sur différents médias, connaître aussi ses prises de position, dans les médias bien sûr, dans les débats. Et au travers de ses ouvrages, Marie-Estelle Dupont est avec nous. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là, psychologue clinicienne. J'ai parlé de votre franc-parler et de vos prises de position. C'est votre marque de fabrique, ça? Vous êtes comme ça? Il paraît que je suis... c'est toujours difficile d'avoir une image réaliste de soi, mais il paraît que je suis assez cash, oui. Oui, Et je vous crois que dites je suis les une choses. thérapeute assez cash, effectivement. Est-ce que c'est toujours bien de dire les choses? Ça aussi, ça sera un débat d'émission intéressant. Est-ce qu'il faut toujours tout dire? Est-ce qu'on a le droit de toujours tout dire? Ah, toujours tout dire, non. Enfin, tout dépend du contexte et de... Je crois que la manière de dire est importante, mais que parfois, il est nécessaire d'être cash pour donner un coup de pied dans la fourmilière et prendre le risque de dire quelque chose qui déplaît, mais dont on sait que finalement, ça va donner à penser. Et je crois qu'en ce moment, dans l'époque dans laquelle on vit, l'important, c'est de redonner à penser. Plus que même l'opinion qu'on a, c'est qu'elle déclenche un processus de réflexion et de débat dans une époque qui a du mal à débattre. Avec toute cette période Covid, après Covid, post-Covid, est-ce que vous avez regretté d'avoir dit certaines choses? Ah non. 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 Mais alors moi, je fonctionne assez peu au regret, en fait. J'ai tendance à assumer... Tout ce que vous dites. J'ai tendance à assumer mes choix. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas parfois des erreurs dans ce que j'ai fait. Mais j'essaye d'assumer ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense. Et très honnêtement, de toutes les positions que j'ai tenues sur les plateaux de télévision pendant la crise Covid, je n'ai jamais dit, je crois, ou alors j'ai un gros refoulement, mais à ma connaissance, je n'ai pas dit quelque chose que je regrette aujourd'hui. Non, quand j'ai parlé de maltraitance des enfants, je ne regrette pas de l'avoir fait. Être parent en temps de crise, voilà le dernier ouvrage aux éditions Trédaniel chez nos amis Claudia et Guy Trédaniel. Comment restaurer l'équilibre psychique et psychologique de nos enfants? Vaste débat, évidemment. On parle de cette période de Covid, on parle de la crise aussi en règle générale. Et j'ai l'impression que notre génération, les quinquas, les quadras, j'ai l'impression qu'on est né en permanence avec cette thématique de la... On est né avec le mot Vous avez crise. remarqué? En permanence. Vous avez remarqué, ça fait 40 ans qu'on entend le mot crise tout le temps. C'est vrai. Tout le temps. Ouais. Comme si c'était devenu en fait un paradigme, une manière d'être au monde en fait, la crise. Donc les enfants qui naissent aujourd'hui, ils entendent le mot crise à toutes les sauces. Crise écologique, crise sanitaire, crise géopolitique, crise énergétique, crise économique. Et peu à peu, ça finit par sidérer le psychisme et ça devient compliqué de se projeter. Et les jeunes qu'on a aujourd'hui, c'est quand même... D'ailleurs, je vais à un colloque au mois de novembre là-dessus. On s'aperçoit que c'est quand même la génération adolescents, grands adolescents, là, qui s'isole le plus, hein, qui va le moins vers l'autre. Et ça, c'est préoccupant, bien évidemment, puisqu'on est des êtres humains, donc on est des êtres de lien. Alors, on va voir justement, là, vous faites un focus sur la période Covid et post-Covid, 3 ans après. Et on va voir les répercussions. D'abord, cette histoire de Covid, comment vous l'avez vécu, vous, le Covid? Personne ne vous a posé cette question. Alors moi, il se trouve que j'ai accouché de 2 bébés pendant le confinement. En plus. Oui, ce qui était vraiment une bonne idée. Avec l'école à la maison, je recommande les 14 biberons par jour. C'est un moment très intéressant pour la confiance en soi parce qu'on se dit qu'après ça, a priori, c'est bon, on est tout terrain. Ouais. On peut tout gérer. Moi, j'ai mis au monde 2 bébés à ce moment-là et dans le même moment, le monde s'arrêtait, les repères volaient en éclats, mes patients décrochaient complètement, ils allaient mal. Et puis les médias m'appelaient et me demandaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait dire aux gens. Donc il y avait un petit peu tout qui arrivait en même temps. Je me suis retrouvée finalement à saisir cette place dans les médias sans l'avoir anticipé ni planifié, bien évidemment, parce que j'aurais pas planifié ça pendant ce que j'aurais espéré être un congé maternité avec mes 2 bébés. Ouais. Mais je l'ai prise parce que je me suis dit, oulala, le psychisme n'existe pas dans le débat public. Le psychisme n'existe pas sur les plateaux télé. On a des analystes politiques, on a des analystes économiques, etc. Mais la notion de psychisme n'existe pas. Là, il faut vraiment faire émerger cette notion. Et puis quand j'ai vu que la souffrance psychique des adultes n'était pas du tout un argument et qu'en fait on s'en foutait complètement que les adultes aillent mal, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un soubresaut éthique et que si je mets en lumière en fait ce qui est en train de se passer chez les enfants,
nous allons nous rappeler, nous, en tant qu'adultes, que peut-être qu'on tolère, nous, d'aller mal, mais on n'a pas le droit de les laisser aller mal, eux. On a un devoir de secours. Et c'est pour ça que j'ai été identifiée comme la psy qui s'occupe des enfants. Alors qu'au départ, la majorité de mes patients n'étaient pas des enfants, mais il s'est trouvé qu'il fallait vraiment mettre en lumière, lancer un cri d'alarme, en fait, sur ce qui se passait pour les petits à ce moment-là, qui n'étaient pas présents dans cette vision très algorithmique et bureaucratique de la crise sanitaire. Dont vous parlez beaucoup. Je suis tombé sur un sondage Ipsos qui date de 2019, donc avant Covid. Sondage Ipsos qui dit ceci, 97% des parents pensent que la génération de leurs enfants vivra moins bien que la leur. Et on était en 2019. Là-dessus, le Covid passe. J'ose même pas imaginer le pessimisme ambiant qui règne aujourd'hui si on reposait cette même question. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr. 2019. Donc en France, 2019, c'est juste après les Gilets jaunes. Donc il y a déjà des préoccupations très importantes sur la société, le climat de cette société très archipélisée, et puis sur les préoccupations économiques. Il y a un pessimisme des parents, mais il y a eu aussi, en fait, ce qui a été préoccupant et qui a fait que je me suis dit, il faut vraiment que je soutienne les parents pour aider les enfants. C'est que très vite, les parents qui étaient en colère, pour certains, justement, se sont découragés, résignés, effondrés parce que c'était trop. Et c'est pour ça que je reviens sur la notion de traumatisme dans le livre, pour que les parents comprennent aussi dans quoi ils ont été pris, en fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont été sidérés par ce qui se passait, parce que du jour au lendemain, le 16 mars, la vie s'est arrêtée. Et c'est important de pouvoir dézoomer aujourd'hui. Je crois qu'il est urgent de penser, même si on nous a dit on ne discute pas les chiffres, il ne faut pas penser, il ne faut pas réfléchir. Ça va tuer des gens si vous réfléchissez, en gros, on en était là. Donc le délinquant devenait celui qui réfléchissait. C'est quand même, le délinquant est supposé être la personne impulsive. Et donc je dézoome en disant, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans pour qu'on en arrive à ça, et redonner des clés aux parents pour que justement ils sombrent pas dans l'écueil du déni, mais pas non plus dans l'écueil du pessimisme total et du découragement, parce que nos enfants ont besoin qu'on comprenne ce qui s'est joué dans le débat public, dans la démocratie, pour leur redonner des éléments d'esprit critique, parce que je pense que l'esprit critique chez les enfants est la première immunité contre la dépression et le découragement. Si on peut se décoller de ce qui se passe et réfléchir dessus, on a des éléments de pensée, donc on n'est plus dans la sidération traumatique et on peut remettre en route son imaginaire pour créer des solutions. C'est là où il y a une grande difficulté, Marie-Estelle, c'est la difficulté d'être parent et de savoir quel est le bon curseur à mettre entre ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ce à quoi on peut confronter nos enfants face à une actualité tellement anxiogène de ce qui se dit et parfois même les mensonges qui sont proposé et dit dans les médias à droite à gauche. Comment est-ce qu'on peut préconiser des choses aux parents en disant, voilà, il y a une situation qui est très compliquée, c'était le Covid pour la période dont vous parlez, mais c'est aussi l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Qu'est-ce qu'on peut dire en fonction des âges? Oui, alors déjà, voilà, exactement. Laissons un instant l'actualité et revenons à qu'est-ce qu'un enfant. Et j'essaye de redonner aux parents, parce qu'en fait, quand on devient parent, on s'engage dans le métier le plus difficile du monde sans aucune formation. Je veux dire, on n'a pas tous fait pédiatrie, psychologie, etc. Et puis on a notre propre histoire qu'on a plus ou moins travaillée, dans laquelle on va se retrouver prise parce que notre enfant va nous renvoyer des choses. Donc qu'est-ce qu'un enfant? Et donc je rappelle dans le livre qu'est-ce que la fonction parentale, quels sont les stades de développement, parce que cette crise a aussi énormément uniformisé. C'est-à-dire que les enfants étaient traités comme les adultes, on leur demandait les mêmes choses. Je vous rappelle que les bébés étaient privés du visage humain quand même. Enfin, on est allé jusque-là, quoi. Les bébés étaient privés du visage humain. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah, on comprend pas, les aires cérébrales liées aux compétences sociales sont réduites. » C'est très étrange. Ouais, c'est ce que vous dites, oui, ils n'ont pas été stimulés. Ils avaient des adultes masqués 8 heures par jour, 10 heures par jour. Donc, je crois que les parents ont besoin de se remettre dans qu'est-ce qu'un enfant, les stades de développement de l'enfant, quelle est la fonction parentale. Dans le livre, je rappelle toutes les ressources qu'on a, nous, en tant que parents, avec notre enfant, et que justement, selon le stade de développement, les manifestations anxieuses, etc., vont pas être les mêmes. Et puis, ce qu'on peut dire à un enfant, en fait, on a le droit de se reconnecter, quoi qu'en dise l'État, à notre intuition et à notre bon sens. C'est-à-dire que vous allez sentir comment est votre enfant par rapport aux attentats, ce qu'il amène comme question. Peut-être que ce qui le préoccupe, lui, n'est pas ce qui vous angoisse, vous. Donc, écoutez ce qu'il a à vous dire. Il va vous poser des questions. Ce qui est important, c'est de ne pas être dans l'évitement
et de ne pas être dans la panique. Donc gérer ces angoisses, nos angoisses à nous, sur le monde qui les attend, en se disant que finalement un parent angoissé et qui a des doutes en ce moment, c'est déjà un parent qui n'est pas trop mauvais, c'est-à-dire qu'il essaye de faire barrage pour que son enfant ne prenne pas tout dans la figure. Et puis faites-le réfléchir sur ce qui se passe, essayez de le couper des images qui, elles, sont sidérantes et qui court-circuitent la pensée parce qu'elles sont trop violentes et trop nombreuses. Et par contre, de remettre en route du débat. C'est pas inintéressant, je veux dire, c'est tellement barbare et c'est tellement abominable ce qui s'est passé très récemment dans le monde, que je crois que déjà, redonner des éléments de langage aux enfants en disant, voilà, quand il y a des attentats de la part d'un groupe terroriste, il faut que tu comprennes que le groupe terroriste, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le gouvernement, voilà ce qui se passe, la guerre, c'est pas le terrorisme. Et à ce moment-là, votre adolescent n'est plus dans la sidération. Bien sûr que c'est pas la baguette magique, hein, ça va pas résoudre tous les problèmes. Mais votre adolescent a des éléments pour maîtriser ce qui se passe, pour comprendre, pour déchiffrer un petit peu ce qui se passe dans un monde évidemment extrêmement complexe et dont aucun d'entre nous ne pouvons prétendre avoir toutes les clés. Mais en tout cas, certainement pas moi dans le domaine de la géopolitique. Mais déjà de faire ça, en fait, ça permet à l'adolescent de trouver des repères et des clés, et notamment des clés sémantiques, parce que aujourd'hui, les mots sont très mal utilisés, c'est ce que j'explique dans le livre. Donc redonnez du vocabulaire à vos enfants. Quand on vient dire à vos enfants, faites un effort, alors qu'on est très clairement en train de leur demander un sacrifice par rapport à leurs besoins, de rester enfermé toute la journée derrière un écran, c'est un sacrifice à 12 ans, c'est pas un effort. C'est important qu'en tant que parent, vous disiez, non, là, c'est pas OK, en fait. C'est pas le bon mot pour la bonne réalité. Et là, vous donnez à votre enfant des éléments pour rester en contact avec ses besoins et ne pas se dissocier de lui-même pour se conformer aux demandes du monde extérieur. Préado, ado, les plus petits. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, où il n'y a pas nécessairement ce vocabulaire, il n'y a pas ce recul, et c'est normal, ils sont plus petits. En revanche, ils sont tout autant confrontés aux mêmes images et parfois aux mêmes angoisses des adultes et des jeunes adultes. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces plus petits? Ah non, alors là, pardon, je crois que notre fonction parentale est de faire en sorte que les tout petits ne soient pas devant des écrans. Oui, enfin, ça c'est utopique. Tous les enfants sont devant les écrans. Bah non, moi j'ai des jumeaux, je travaille, j'ai un 3e enfant et ils ne sont pas devant des écrans, les jumeaux. Bah, ils jouent devant les écrans. Pas du tout? Bah non. Ah, pas du tout? Bah non. Non, mais c'est extraordinaire. Bah ils ont 3 ans. Ah oui, ils ont 3 ans, pardon. Oui, non, mais je pensais les plus jeunes, je parle de 7-8 ans. Non, mais ce que vous dites est intéressant parce que quand je fais des conférences sur les écrans et sur les effets des écrans sur le cerveau d'un enfant au niveau neurobiologique, j'ai des parents qui me disent, mais mon enfant de 2 ans devant la tablette, et là j'ai un bug, c'est-à-dire que je réalise la quantité d'enfants de moins de 3 ans qui sont devant des écrans. Pas d'écran avant 3 ans du tout. Vous savez qu'il y a des parents, pardon Marie-Stelle, mais il y a des parents, pour avoir la paix au restaurant, vont mettre un écran. Mais je sais, cet été, j'étais toute seule avec toi. J'ai fait un voyage avec mes 3 fils cet été, et je voyais, alors que j'étais la seule adulte avec 3 garçons, je voyais des parents qui étaient 2 avec un enfant, et l'enfant était sur un téléphone. Et je me disais, mais comment ces gens auraient géré à l'époque où il n'y avait pas la technologie? En fait, ils auraient joué avec cet enfant, ils auraient fait une partie de Uno, ils auraient parlé, ils auraient fait un dessin. Donc je crois qu'il faut pas vraiment, d'écran jusqu'à 3 ans. Pas d'écran jusqu'à 3 ans. Et quand on est une maman célibataire en galère le samedi matin pour prendre sa douche et que l'enfant est encore ça sent le vécu. Et que l'enfant est en train de taguer les murs au rouge à lèvres, et bien sûr que ça sent le vécu, vous avez la possibilité de le mettre loin de la télévision pendant 15-20 minutes devant Petit ours brun ou un contenu avec des images qui défilent lentement pour pas stresser le cerveau. C'est important que le mouvement de l'image soit lent. Mais c'est sans contenu publicitaire évidemment, et c'est sur un temps très restreint en fait, très court. Voilà, et puis il faut développer son imaginaire et trouver des astuces. 7-8 ans, c'est 7-10 ans, cette tranche d'âge-là qui est évidemment, qui n'a rien à voir avec celle dont on vient de parler, qui n'a encore rien à voir avec les ados ou pré-ados. Mais 7-8 ans, 8-10 ans, c'est une période extrêmement difficile parce que là, pour le coup, ils peuvent être confrontés aux images qu'on n'a pas nécessairement envie de leur montrer. Oui, c'est normalement la période de latence dans le développement. La période de latence, en fait, c'est le moment où on n'est plus un tout petit, on n'est pas encore submergé par le chaos de la puberté. Et donc, c'est la période merveilleuse pour les apprentissages fondamentaux. Mais il est vrai que la place prédominante des écrans dans la vie des familles a un peu agressé cette tranche d'âge, parce que finalement, accidentellement, les enfants de 9 ans, c'est l'âge du contact avec le premier porno, par exemple. Donc on se doute bien que même si la famille fait son travail, dans la cour de l'école,
les écrans des autres, les écrans des aînés, les écrans d'un copain qui n'est pas éduqué de la même manière, peut les confronter de manière accidentelle à du porno, à un acte de barbarie d'un terroriste, etc. Là, je crois que c'est important d'avoir... Moi, j'ai un langage de vérité très jeune, par exemple, sur le corps avec les enfants. C'est-à-dire, dès le bain, à 2 ans, je leur apprends à dire non à un geste dont ils ne veulent pas. Donc là, votre enfant, vous pouvez déjà l'immuniser en lui expliquant pourquoi vous méfiez des écrans. Voilà, ce que ça va faire, comment ça va désynchroniser son sommeil, comment ça peut lui faire du mal, comment ça peut lui faire voir du contenu qui va créer des images dans sa tête qui vont ensuite créer de l'angoisse et que c'est pas pour l'embêter que vous dites non, c'est que vraiment c'est mauvais pour sa santé. Et quand vous lui expliquez de manière quasi scientifique qu'au niveau de son cerveau, ça va endommager en fait son cerveau, alors que par contre s'il va faire du foot avec des copains ou qu'il fait un dessin, ça va aider son cerveau, l'enfant à cet âge-là est extrêmement réceptif. À 13-14 ans, c'est trop tard de lui expliquer ça, mais si vous l'expliquez jeune, il est extrêmement réceptif. Et moi, je l'ai vraiment vécu avec des patients, avec mon fils aîné. Aujourd'hui, mon fils aîné me remercie d'avoir fait ça. C'est-à-dire qu'il me dit, je vois des ados qui deviennent bêtes, et en fait, je te remercie de m'avoir dit non parce que j'ai compris pourquoi c'était mauvais pour moi, et du coup, j'ai pas envie. Donc, je pense vraiment que c'est un âge où ils sont... où c'est propice d'avoir vraiment un dialogue et d'expliquer pourquoi on interdit les interdits de sécurité de l'enfant, de préserver son psychisme, et qui sont très réceptifs à ça à cet âge-là. On va revenir évidemment sur votre ouvrage, Être parent en temps de crise, mais Boris Cyrulnik, qui était assis à votre place il y a quelques temps ici, dit de toute façon, on a sacrifié une génération, la prochaine est sacrifiée. Je le dis dans le livre, j'ai pas envie de diffuser aujourd'hui un message trop négatif parce que je trouve qu'en ce moment les gens ont vraiment leur dose. Mais je disais hier sur une autre antenne que le pessimisme était le début de l'action. Le constat est que oui, notre société a une mauvaise anthropologie, qu'on a inversé les places et les rôles et que par conséquent on a sacrifié les enfants parce qu'on leur a demandé de porter les adultes. Donc oui, il y a une forme de maltraitance, oui, il y a une forme de sacrifice de la jeunesse à qui on n'offre plus d'espérance. Mais par conséquent, chacun d'entre nous dans sa ligne de nage, doit leur redonner leur place d'enfant. C'est pas à eux de nous porter. Je veux dire, on peut pas leur dire fais pas d'enfant, tu vas tuer un arbre. Je veux dire, ils sont pas responsables des difficultés écologiques de la planète. Donc on arrête d'hystériser les débats. On leur redonne une espérance aussi. C'est très important. Oui, dans le livre, je fais le bilan épidémiologique de la crise et donc je ne peux que aller dans le sens de Boris Cyrulnik. Ils vont quand même très très mal. Il y a 155% d'augmentation des psychotropes entre 2014 et 2021. Chez les mineurs. Donc oui, ils vont très mal, mais je l'ai tellement répété que j'ai même plus envie de dire. Oui, c'est sûr. Mal. Et les étudiants aussi, vous dites 52% des étudiants à l'hiver 2021 voulaient arrêter carrément leurs études. Quoi. Oui, c'est une jeune fille sur 4 qui a présenté des symptômes dépressifs graves pendant la crise sanitaire. C'est 255% d'augmentation des idées suicidaires et des passages à l'acte suicidaire. Alors vous dites qu'on a, avec cette histoire de Covid, cet état de crise que l'on a vécu, vous dites on a créé une nouvelle maladie qui est la peur. Elle a toujours existé pour autant, cette peur, quelles que soient les situations dans lesquelles on se retrouvait. Pourquoi est-ce que spécifiquement là, vous mettez le zoom sur cette notion de peur ? Parce que en fait, il y a eu, au moment où le Covid est apparu, immédiatement une contagiosité extrêmement importante de la peur par une novlangue, un management extrêmement anxiogène pour les gens, et que finalement, c'est comme si on avait rassemblé une société qui était très très archipélisée, très divisée, très fracturée, non pas par un idéal commun, mais par l'évitement de quelque chose. Et la société était rassemblée autour du fait d'éviter le contact avec l'autre. C'est-à-dire que nos journées étaient rythmées par la liturgie covidienne des gestes barrières. Non mais comment on fait société quand on dit aux enfants que l'autre est un danger ? Donc il y a eu vraiment un ferment de peur. On a perdu, vous avez tous perdu, je ne suis pas la seule à avoir perdu des proches et des amis qui ont sombré dans l'hypocondrie, dans la délation, dans la paranoïa, enfin dans un truc... et Gérald Kierzek le disait, on a fait une génération de jeunes complètement mélancoliques au niveau de leur image du corps, quoi, complètement hypochondriaques, qui pensent qu'il ne faut pas se toucher, alors qu'on est des mammifères, on a besoin de contact. Sauf que, et ça, on est obligé d'ouvrir cette parenthèse, Marie-Estelle, c'est qu'il y a effectivement cette situation de sidération. D'un seul coup, on se retrouve avec cette date de mars 2020 où on a toutes nos libertés privées. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? C'est la vraie question. Aujourd'hui, avec le recul des 3 ans,
certains vont dire, oui, mais c'est bien facile de faire un focus en disant, il aurait fallu, il y avait qu'à, on aurait dû. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ce jour-là, cette période-là, avec cette épidémie face à ces difficultés-là? C'est sûr que ça a été sans doute mal géré sur des tas de situations. C'est sûr qu'on aurait pu faire autrement. Mais on a été aussi vachement pris de court. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Qu'on a été vachement pris de court. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Écoutez, moi, dans le livre, je dis bien que je reste dans mon domaine de compétences Oui. et que je n'ai pas tout le dessous des cartes de ce que savait, ne savait pas tel ou tel. Et que je pense quand même qu'en France, on a été un des rares pays à devoir se signer un papier soi-même pour aller s'acheter des pommes. Donc je pense qu'il y a des choses quand même qu'on pouvait s'épargner en termes d'humiliation. Oui. Ou des politiques qui nous expliquent comment porter le masque. Oui. Puis alors, puis après, comment mettre une couette pour faire des économies d'énergie. Enfin, je veux dire, le niveau d'infantilisation quand même du discours est allé très loin dans la technocratie bureaucratique. C'est vrai. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la relation humaine, du contact et le besoin de se toucher et autres. Sauf que comment pouvait-on? On ne pouvait pas faire autrement. Alors, très vite, d'abord, on a su que la maladie, elle était très dangereuse pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et que donc, il fallait pas non plus... Enfin, moi, je trouvais qu'on se met trop la zizanie dans la tête des mamans qui venaient d'accoucher, qui avaient besoin de contact avec leur bébé et qui parfois finalement n'osaient plus faire de câlins à leurs enfants et donc ça crée d'autres problèmes de santé publique. On sait qu'aujourd'hui l'urgence de santé publique c'est la santé mentale des jeunes en fait, on le sait, c'est la catégorie de la population qui va le plus mal. Donc comment on aurait pu faire? Moi je suis pas en train de m'ériger en spécialiste du Covid, je suis en train de dire très clairement le remède, je l'ai dit dès le début, je l'ai dit dès les premiers jours du confinement, en mars 2020, j'ai dit attention, le remède va être pire que le mal. Et le remède va être pire que le mal parce qu'on est dans une société qui a oublié que l'homme n'était pas tout puissant et qu'on va vouloir tout contrôler et que donc évidemment qu'il va y avoir des dégâts collatéraux parce que tous les autres besoins vont être mis de côté, tous les autres besoins de santé vont être mis de côté. Et on a vu des personnes âgées mourir de tristesse. Alors elles sont pas mortes du Covid, mais elles sont mortes de tristesse. Donc au bout d'un moment, on avait quand même du recul qu'au début, on n'en est pas eu. C'est une chose. Mais très vite, on avait compris qu'enfermer de force les gens bien portants au pays des droits de l'homme, ça n'évitait pas la contamination. Ça n'évitait pas que de toute façon, il y ait des vagues. Donc, les dégâts collatéraux, est-ce qu'on en a pris la mesure? Est-ce qu'on a eu un mea culpa vis-à-vis des jeunes? On ne l'a pas eu. Donc, aujourd'hui, nous, on se retrouve avec des gens qui vont mal alors que les mesures ont été levées. Donc oui, la peur, elle a pris sur les cerveaux et je crois que la peur, elle sidère. Enfin, je le crois pas. Neurobiologiquement, la peur, elle sidère la rationalité. C'est-à-dire quand les gens quand l'empire du chiffre, parce qu'on a vraiment été dans une, enfin, je veux dire, la santé n'était plus que des statistiques. Quand il y a cet empire du chiffre et qu'on ne peut pas débattre, qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut plus avoir une vision holistique de l'être humain, le chiffre, ça se discute pas. Et c'est une emprise véritablement qui crée de la peur, qui sidère. Quand on avait Jérôme Salomon qui nous faisait le comptage des morts, comment voulez-vous qu'une personne âgée toute seule chez elle, elle soit pas en panique? Donc en fait, on semait vraiment de l'angoisse chez les gens qui ne servaient à rien. Ça ne servait à rien de leur faire peur, si ce n'est pour qu'ils obéissent aux mesures. Les Anglais l'ont admis. Et donc là, les gens sont plus capables d'exercer leur discernement et ça crée des comportements agressifs dangereux. C'est-à-dire qu'on voit des gens dans le bus qui s'énervent sur un gamin de 6 ans qui a pas son masque. C'est pas OK en fait, on fait pas société comme ça. Donc oui, la peur dans une société, elle est dangereuse parce qu'elle rend les gens agressifs. Et elle est mauvaise conseillère. Bon, en tout cas, quelle que soit la manière dont on a géré effectivement cette crise de la Covid, il y a aujourd'hui, 3 ans après, le bilan. Il y a les conséquences, et vous le voyez directement, vous êtes en première ligne dans votre cabinet et auprès de ceux qui vous côtoient. Vous dites, les enfants sont passés en hypoactivation. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, quand il y a un traumatisme, c'est quelque chose qui fait effraction, soit physiquement, soit psychiquement, dans les capacités de l'individu à s'adapter. Donc si demain vous passez à nouveau un examen, vous allez être dans votre fenêtre de tolérance de stress, c'est-à-dire que vous allez être stressé au sens où vous allez être mobilisé, vous allez avoir un bon stress qui fait que vous êtes concentré et vigilant. Mais si au moment où vous êtes en train de réviser, il y a une sirène qui passe dans la rue ou voilà quelque chose qui vous agresse, vous allez être en hyperactivation, c'est-à-dire que vous allez avoir des hormones de stress très importantes qui vont vous permettre de faire face, de la noradrénaline, du cortisol, etc. Et si le stress se prolonge, vous allez rentrer dans un stress chronique qui va épuiser vos ressources. Et que fait le cerveau, comme il est très intelligent, pour éviter d'entamer les capacités vitales de l'individu et qu'on fasse un accident cérébral ou vasculaire? C'est ce qui se décrit chez les victimes de viol. Elles disent à un moment donné, je me suis dissociée. C'est-à-dire que j'avais même plus peur, je regardais la scène, je me regardais me faire agresser.
Et donc, en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a un mécanisme neurobiologique, c'est-à-dire que des hormones anesthésiantes très puissantes, la kétamine et la morphine, vont permettre un mécanisme où vont être encapsuler les hormones de stress. L'individu va être dissocié de ses perceptions corporelles. Il va passer en hypoactivation. Et en fait, on a dit que beaucoup d'enfants allaient bien, s'adaptaient, parce qu'en fait, ils faisaient pas de bruit, ils faisaient pas de vagues, mais ils se repliaient sur eux-mêmes. Ils étaient en hypoactivation, ils étaient tristes, ils n'avaient plus envie de rien, ils avaient une perte d'appétit, ils avaient une perte de sommeil, ils avaient des maux de ventre, mais ils faisaient pas de bruit en fait. Ils étaient comme en hibernation, ils étaient comme congelés. Et ça, c'est évidemment très préoccupant, particulièrement chez les enfants qui sont en train de construire leur identité sociale. Et ça, c'est donc les conséquences de la manière dont on a géré et les obligations réglementaires qui sont venues. C'est une conséquence des stresseurs qui étaient trop importants et au lieu qu'en tant qu'adulte, si vous voulez, il y a des chartes internationales, normalement en temps de guerre, on protège les mineurs. On nous a dit on est en guerre, on n'a pas protégé les mineurs. Donc il fallait les mettre à l'abri de ce stress permanent, où ils avaient leurs repères qui changeaient tout le temps, qui volaient en éclats. Et en fait, à la fois, pouvoir tenir ensemble la réalité des besoins des adultes et en même temps dire c'est pas une maladie pédiatrique, donc quand même, on permet aux enfants, au niveau de leur... Et la Société française de pédiatrie l'a dit, Christelle Gralegen au CHU de Nantes l'a dit, tous ces gens ne sont pas des révolutionnaires ou des complotistes, ce sont des gens qui ont conscience des besoins de l'enfant. Et donc, ils sont rentrés dans un stress chronique. Donc ensuite... Ils ont le narratif du climat, ensuite ils voient des images des attentats, etc. Il faut comprendre qu'on est en train d'effracter leur capacité de penser et que, a fortiori, parce que le monde va mal, ils en ont vraiment besoin de leur capacité de penser. Donc voilà, donc il faut restaurer notre fonction parentale de les protéger des agressions en leur présentant la réalité d'une manière assimilable. Et encore une fois, pour les attentats, leur expliquer ce que c'est que le terrorisme, c'est bien. Leur montrer des images, les laisser voir des images sur les réseaux sociaux, c'est pas bon, c'est effractant. Donc c'est ça, être par excitant, au lieu de les affoler, être par excitant, et puis leur présenter la réalité à un rythme assimilable pour eux. On est quand même, en tant que parents, assez désarmés quand même, parce que, vous le dites d'ailleurs, vous dites depuis 3 ans, on est sous tension. On est en permanence sous tension et en permanence confronté à une réalité c'est terriblement anxiogène tout ça. Et moi je vous assure qu'en tant que parent aussi, je pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment est-ce qu'on doit réagir ? D'abord pour maîtriser nos propres peurs, parce qu'on a aussi en tant qu'adulte le droit d'avoir une anxiété et une peur. Comment ne pas la répercuter chez nos enfants ? Et on est quand même censé être le symbole de la protection pour l'enfant. Donc, honnêtement, moi, je suis très, très inquiet par rapport à ça. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que la démocratie, et c'est ce que je dis dans le début du livre, qui est un petit peu un essai politique avant de revenir sur le trauma, j'explique que depuis 40 ans, finalement, la démocratie s'est un peu évanouie dans une bureaucratie obèse, technocratique, et que finalement, de toute façon, comme il y a une baisse de l'instruction généralisée, et que la démocratie quand même implique que les gens soient en capacité de réfléchir sur les choses et que à ça s'ajoute l'emprise technocratique de structures supranationales, de toute façon la démocratie est en train de virer à quelque chose de manière un peu pernicieuse, un peu totalitaire, et on l'a vu pendant la crise. Donc face à ça, bon, il y a toute la notion de restaurer l'esprit critique, du débat à la maison, etc. Et puis nous les parents, qu'on ait des angoisses et qu'on ait des peurs, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on n'est pas couché, qu'on n'accepte pas tout, qu'on a conscience des enjeux et du monde dans lequel vivent nos enfants. Donc déjà, travailler sur nos peurs et travailler sur nos angoisses et ne pas les refouler, c'est important. Comment ? En discuter avec l'autre parent si vous vivez avec votre conjoint. Et en fonction de votre jeu de cartes, parce qu'en fait on a tous un jeu de cartes différent. Il y a des couples qui sont séparés, il y a des couples qui sont ensemble, il y a des gens qui ont la possibilité d'aller vivre à la campagne, et quand même les gens qui sont à la campagne vous disent que aujourd'hui les grandes villes sont très très anxiogènes, mais que quand on n'est pas dans les grandes villes, le confinement, quand vous êtes tout seul à la campagne au milieu des champs, vous voyez, c'est déjà pas le même impact. Donc selon votre jeu de cartes, vous allez avoir des ressources. Pour certains, c'est peut-être aller à l'étranger. Pour d'autres, c'est peut-être changer de métier. Pour un troisième, c'est peut-être s'organiser avec des gens qui sont en province. Enfin, en fait, on a tous un jeu de cartes. Il faut mettre ce jeu de cartes face à ce qui nous semble être
compliqué pour nos enfants. Et encore une fois, chacun a sa liberté de penser, chacun pose le curseur là où il juge. Et c'est ce qui s'est passé après le Covid. Voilà, il y a eu cette prise de conscience où il y a des gens qui ont changé littéralement de vie, d'espace de vie, de cadre de vie, de mode de vie. Bien sûr, il y a eu un effet de prise de conscience. Je crois que la crise, c'est le fond qui refait surface. Donc l'arrière est passé sur le devant de la scène. Donc ça a été à la fois très choquant et pour certaines personnes, ça a été un impératif en fait d'accoucher d'autres choses dans une vie qui déjà de toute façon ne leur convenait plus en tant que parents. Donc il y a déjà assumer vos angoisses, travailler dessus pour pas les projeter sur votre enfant, et puis rester à l'écoute des questions de vos enfants et des symptômes. Et dans le livre, je donne vraiment des clés pour identifier selon les tranches d'âge. Il y a des tableaux, je crois que vous avez lu le livre, il y a des tableaux assez clairs. La souffrance d'un petit enfant avant qu'il ait le langage, comment on la repère. La souffrance d'un adolescent. Qu'est-ce qu'un adolescent qui se dissocie de lui-même? Parce que un adolescent, c'est pas toujours lisible, parce que quand ils font la moule dans leur chambre pendant 8 heures, ça veut pas dire qu'ils vont mal. Parfois, ça veut juste dire que c'est des ados. Donc, comment on fait? Voilà, puis on doit aussi ne pas se laisser sidérer et se rappeler que jusqu'à nouvel ordre, même si on est dans un état qui a une mainmise très forte sur la vie intime des individus, le foyer, c'est encore le foyer. Et c'est vous qui exercez l'autorité parentale. Donc c'est vous qui avez la capacité immédiate de dire là, les infos ne rentrent pas, là, les réseaux ne rentrent pas, on part à table, on fait des jeux, on va faire du sport. Et l'atmosphère du foyer, elle est faite. Un enfant, il est un peu égoïste, vous savez, c'est son environnement immédiat qui compte. Si ses parents préservent cette atmosphère et qui gèrent entre leurs angoisses en prenant les décisions qui s'imposent, sans parler de ça devant leurs enfants, mais en préservant une atmosphère chaleureuse avec de la tendresse, de l'espérance, des belles valeurs, s'ils nourrissent ça, l'enfant, il va aller bien. Je crois que les enfants allaient bien quand les parents faisaient tampon. Moi, je faisais beaucoup de sketchs avec mon fils aîné. C'est-à-dire qu'il y avait une part d'absurdité. C'était pas parce que je lançais l'alerte sur les plateaux que moi, j'étais à l'abri des mesures. Et donc, évidemment que j'étais inquiète pour mon ado. Bien sûr. Et en fait, c'est aussi vos enfants qui vous donnent la réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon fils m'a tellement fait rire sur ce qui se passait que je me suis dit, mais il a ce mécanisme de défense par l'humour. Donc, il faisait des sketchs, il me faisait des espèces de fables, en fait, avec les gens qui prenaient des décisions. Il me disait, mais ces gens qui décident de trucs pour nous, ils sont jamais occupés d'un enfant, en fait, maman. Et on faisait des sketchs ensemble, et je crois que ça lui permettait d'avoir une catharsis par rapport à son angoisse. Faites-vous confiance, en fait. Vous êtes intelligents, vous êtes leurs parents, vous les connaissez, vous les sentez, vos gamins, ils ont des ressources. Et je crois qu'on doit arrêter de perdre confiance en nous et de se laisser raconter que l'État sait mieux que nous ce qui est bon pour eux. On sait ce qui est bon pour notre enfant et voilà, on est en lien avec eux. Plus on est en lien avec eux, plus on aura une prise réelle et immédiate sur comment les protéger. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des parents, pour justifier, en tout cas pour essayer de trouver un semblant d'explication sur le comportement de leurs enfants, sont tombés dans une approche victimisante, c'est-à-dire que ça n'est pas de ma faute, c'est la société qui fait qu'aujourd'hui, voilà, dans la situation dans laquelle je me retrouve, voilà pourquoi mon enfant est ceci, voilà. Alors que le premier rempart à ça, c'est le parent, sans doute. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des parents qui utilisent un petit peu, qui abusent de la victimisation face à la situation de leurs enfants? Tout existe, il y a des gens qui abusent de la victimisation et il y a des gens qui abusent de la culpabilité. Je suis obligée aussi de les décoller de leur sentiment permanent de culpabilité en leur rappelant qu'ils ne sont pas tout puissants et qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Oui, il y a des gens qui nourrissent ce contexte de crise, effectivement, parce que finalement, chaque difficulté extérieure, et à toutes les époques, l'humanité s'est débattue avec des tragédies, utilise ça comme support qui vient en quelque sorte rationaliser et justifier une position dépressive. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient déjà en dépression, et alors là, ça a été un boulevard pour justifier toute leur dépression. Donc moi, mon travail de thérapeute, c'est de leur dire, il y a la part de réalité négative, mais si vous vous victimisez, en fait, vous vous sortez du jeu, parce que du coup, vous vous privez de la possibilité d'action que vous avez en réalité en tant que parent. Et déjà être à côté de son enfant et lui dire, tu sais, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Mais en fait, concrètement, même si je suis l'adulte, je suis pas tout puissant et j'ai le choix entre ou ça qui est pas bon, ou ça qui est pas bon. Donc c'est ça mon problème aujourd'hui en tant que parent pour toi. Et j'essaye vraiment de placer le curseur au bon endroit. Mais en fait, déjà, votre enfant, il va bien. Parce qu'il a un parent qui est en empathie avec lui. Il a un parent qui fait pas comme si de rien n'était. Quand vous avez un parent qui est mort de rire parce que la maîtresse a scotché le masque sur le nez d'un élève devant votre fils, c'est horrible pour votre fils. Parce que votre fils, il se dit, faut être du côté du plus fort. Parce qu'en fait, ma figure d'attachement,
ce qui se passe dans son cerveau, c'est qu'il se dit ma figure d'attachement trouve ça normal qu'on humilie. Et là, votre fils risque de devenir un petit individualiste manipulateur. Alors que si vous lui dites c'est pas ok ce qui se passe, et là je réfléchis à comment je dois faire, votre enfant n'est pas abandonné. Donc il faut jamais se victimiser. En fait, il faut se dire mon pouvoir, il est plus ou moins réduit, évidemment. Dans une société totalitaire, il est moins grand qu'en démocratie, mais de toute façon, dans toutes les démocraties, à un moment donné, il y a des impasses. Tocqueville le disait déjà. En démocratie, on vous marginalise si vous n'êtes pas dans le narratif officiel. Donc, quand vous n'êtes pas d'accord avec le narratif officiel, il ne faut pas se victimiser, il faut être créatif. Voilà. Vous dites sur notre société, ici, sur la chaîne d'ABC, on est sur le bien-être, développement personnel, spiritualité. On est dans une société totalement déspiritualisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois qu'à force de se raconter, particulièrement depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, qu'on est tout puissant et que la technologie va nous sauver, parce qu'en fait, il y a eu un glissement anthropologique. Je crois qu'après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu se raconter que la technologie, le progrès, alors en réalité c'est avant ça, c'est dès la fin du 19e siècle quand le positivisme va remplacer la philosophie dans le débat public. Mais on va se raconter que la technologie va nous préserver des idéologies mortifères. C'est faux. Ce qui nous protège du mal, c'est notre spiritualité, c'est notre capacité à accepter qu'on n'est pas tout puissant et à nous relier à quelque chose d'invisible. Et j'ai presque envie de vous dire là, peu importe la religion, c'est d'accepter qu'on n'est pas Dieu qui fait qu'on va faire moins de conneries. Parce que quand l'humain se croit tout-puissant, il tombe dans les panneaux de toutes les idéologies, de toutes les manipulations, de toutes les dérives du progressisme aussi, parce que tout devient possible, tout est possible. Et c'est là qu'on voit des dérives idéologiques très grandes dans ce qu'on raconte aussi aux enfants actuellement sur le fait que changer de sexe est sans conséquence. Pardon, mais si on est honnête, changer de sexe n'est pas sans conséquence. Vous pensez qu'il y a des gens qui pensent que changer de sexe, c'est sans conséquence? On essaye de faire croire aux enfants aujourd'hui que changer de sexe, il suffit de prendre des bloqueurs hormonaux à la puberté. Pardon, mais quand vous changez de sexe, en fait, vous n'avez plus de plaisir, vous n'avez pas d'enfant, vous avez des difficultés pour uriner, donc c'est pas sans conséquence. Et je crois que être honnête, c'est aussi le dire, en fait. C'est pas ne présenter qu'une partie du problème. Et il y a une invisibilisation du contre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une société qui fait thèse, antithèse, synthèse. On est dans une société qui fait thèse, thèse, thèse. Donc le climat, ça va pas, conclusion, ça va pas. On n'est pas capable de dire, mais peut-être qu'on regarde pas les solutions qui existent simplement parce que ou les médias ou les gens qui investissent dans l'écologie ne mettent pas le zoom dessus, mais il y a peut-être d'autres solutions qui existent que les voitures électriques et les éoliennes. Quelle est votre spiritualité à vous? Je suis vraiment incorrecte aujourd'hui. C'est vrai. Quelle est votre spiritualité? Moi, je suis chrétienne. Ouais. Voilà. Alors, je ne vais pas à l'église tous les dimanches parce que j'ai... Mais spiritualité qui ne veut pas dire religion. Voilà, tout à fait. Moi, la spiritualité est plus importante même que la religion pour moi. Maintenant, je prie tous les jours et j'apprends à mes enfants à prier. Je ne vais pas tellement à la messe parce que j'ai en ce moment en ce moment, ça date un petit peu là. C'est vrai, je le dis, très honnêtement, j'ai des difficultés en ce moment avec ce que l'Église catholique nous propose. Mais mes enfants sont baptisés et moi, je suis chrétienne et je prie. Ouais, je prie tous les jours. Vous dites d'ailleurs, nous avons renoncé à la spiritualité au profit du matérialisme avec le fantasme malsain du pouvoir de tout contrôler. C'est ce que vous disiez juste avant. C'est-à-dire qu'on se prend parfois pour ce qu'on n'est pas, quoi. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment de toute puissance, alors qu'on devrait quand même relativiser beaucoup de choses et se remettre à notre place. C'est de ça qu'il faudrait que... La spiritualité, elle passe peut-être par là aussi. Moi, je crois que nos pulsions destructrices, elles existent, que l'ambivalence, elle existe, et que finalement, quand on croit qu'on est tout puissant, ça nous donne le vertige et on fait n'importe quoi. Mais je veux dire, Bernanos l'a dit bien avant moi, j'invente rien. Bernanos l'a dit, Sami Ali, qui est le grand penseur de l'unité psychosomatique, l'a dit. Il avait compris en 1970, cet homme, l'accident anthropologique qu'on était en train de vivre. Il avait compris qu'on était en train d'abandonner l'impératif de penser, de se relier, d'imaginer, de créer, au profit de l'avoir, du faire, du paraître, du culte de la performance, du culte de l'image, qui nous a fait basculer dans une société d'adolescents attardés qui veulent jouir sans entrave et qui donc ne sont plus toujours des remparts pour leurs enfants, c'est vrai, et qui fait aussi qu'on est ratatiné sur soi-même parce qu'on se raconte que pour être heureux, faut kiffer, alors que moi je crois que pour un être humain, il est nécessaire de croire en quelque chose et de s'engager. Les gens qui s'engagent dans rien sont pas heureux en fait. Les gens qui s'engagent
sont heureux parce qu'ils vont mettre tout leur potentiel, ils vont prendre confiance en eux, ils vont mettre tout leur potentiel au service de quelque chose en lequel ils croient. Et les gens qui s'engagent dans rien aujourd'hui pour pas avoir de problème, pour éviter le risque et pour kiffer sans entrave, pardon, mais c'est des gens qui sont dans une fuite en avant et qui ne sont pas heureux et qui sont fragiles surtout. Et qui sont fragiles. Et du coup, c'est un boulevard pour les idéologies extrémistes, évidemment. Parce que quand on laisse un vide spirituel, toutes les radicalisations, qu'elles soient politiques, religieuses ou autres, sont possibles. Oui, elles s'engouffrent, oui, bien sûr. Bien sûr, les adolescents qui vont se radicaliser sur Internet, c'est aussi des adolescents à qui on n'offre rien comme réponse à leur mal-être, en fait, spirituel et à l'adolescence. On est mal spirituellement, on cherche des réponses. On ne doit pas, nous, en tant que parents, éviter ces questions. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous êtes jeune aussi, mais est-ce que vous avez le sentiment... De moins en moins. Non, mais je dis aussi parce que ça me rassure. Mais vous avez le sentiment que ces questions de spiritualité, j'ai presque le sentiment qu'en tant qu'un cas quadra, on se les pose plus maintenant qu'avant. On se les repose. On se remet à se les poser, vous voulez dire? Je vois... Enfin, moi, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit, ce genre de questions. Sur la spiritualité, sur mon sens dans la société, enfin, sur ma place dans la société. Jamais il m'est arrivé de rentrer dans ce genre de réflexion ou de débat ou de discussion avec mes parents. J'avais pas ce genre de problème. Vous, oui? Ah, moi non, avec mes parents, non. J'avais pas ce genre de débat avec mes parents. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je les avais beaucoup avec moi-même, mais je les avais pas tellement avec mes parents. C'est assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui, nos ados doivent se poser aussi ce genre de questions. Non, nous, on doit les aider en fait à ne pas se couper, à ne pas se découper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que leur corps qui existe, quoi. Dans leur corps, il y a un cœur ils doivent pas être dissociés de leur affect parce que l'émotion est la boussole de la pensée et que ça nous indique si la situation est bonne ou mauvaise pour nous. Donc on doit leur permettre justement de ne pas être traumatisés pour rester en contact avec leurs émotions et d'élaborer une pensée par rapport à ça et de ne pas les ratatiner sur un monde ultra-matérialiste parce que de toute façon, comme le monde va mal, si on leur explique que l'objectif dans la vie, que ce qui va les rendre heureux, c'est de consommer, de toute façon, vu ce qui se passe économiquement, malheureusement, on les met dans une impasse. Donc, après que la génération, où on est quand même de la même génération, vous et moi, oui, dans les années 70, 80, 90, on était beaucoup dans le matérialisme de nos parents. Il y avait beaucoup quand même cette idée dans les années 70 que jouir sans entrave et consommer allait nous rendre heureux, mais ça allait avec les 30 Glorieuses et une croissance économique absolument incroyable. Qui venait pour cette génération sans doute cicatriser une blessure de l'après-guerre où il y avait eu le manque, où il y avait eu des pénuries, etc. Et donc il y avait une espèce de boulimie d'avoir, mais en fait, et où on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain, on a peut-être un peu trop délaissé la spiritualité dans cette société qui est devenue extrêmement technologique et matérialiste. Oui, je crois qu'il faut remettre la spiritualité au cœur, il faut remettre le sacré au cœur. En tout cas, lorsqu'on parle effectivement du comportement que l'on doit avoir auprès de nos enfants, être parents en temps de crise, il y a dans votre livre des clés. Il y a des choses j'essaye. Bah oui, quand même. Parce que je ne peux pas que être une lanceuse d'alerte et vous laisser avec le merdier. Exactement. Alors, vous dites, première chose, pas de déni, pas de panique. Ouais, tout à fait. Là, je l'ai dit sur les attentats, pas de déni, pas de panique. On ne fait pas semblant, on fait pas l'autruche, on ne fait pas semblant que les problèmes n'existent pas, mais on ne cède pas à la panique non plus. Gérer nos émotions. Oui. Garder de l'espérance. Oui. Cesser de penser que tout est arbitraire. Tout à fait. Se responsabiliser. C'est vous qui l'écrivez. Hein. Vous parlez de créativité, d'humour. Vous parliez tout à l'heure de faire des sketchs avec votre fils, etc. C'est vrai que l'humour, c'est sans doute une des façons de faire les choses. Et vous dites ne jamais leur refuser de tendresse, de cohérence, d'explication, et qu'ils sachent qu'un non, c'est un non, et qu'un oui engage. Tout à fait. Que ses parents, que ma mère ou mon père a une parole, c'est très important pour un enfant, en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas poser un interdit ferme, structurant, non négociable, si en amont il n'y a pas eu la tendresse. Parce que cette tendresse va donner à l'enfant la conviction que la vie vaut la peine d'être vécue et la conviction que son parent l'aime, et que donc quand il lui dit non, c'est pas arbitraire, ça a du sens, et il sait lequel. On ne le réexplique pas à chaque fois, parce qu'évidemment, qui vous provoque et qui cherche les limites. Mais on met du sens. Parce que laisser croire à l'enfant que les choses sont arbitraires, c'est d'une violence terrible parce que c'est lui faire croire qu'en fait ce qu'il fait n'a aucune importance. Un enfant qui est sanctionné avant de devenir un élève harceleur, c'est un enfant qui trouve une espérance. Parce qu'il sait que quand il fait ça, ça a telle conséquence.
Et quand il fait ça, ça a telle conséquence. Et si on change tout le temps et qu'on est incohérent et que la sanction n'arrive pas, en fait, vous êtes en train de l'abandonner à une liberté qui n'est pas encore assez mature pour exercer. Et en fait, de lui dire, on en a rien à foutre de ce que tu fais, quoi. En gros, c'est pas grave, tu n'existes pas, tes actes ne s'impriment pas dans le réel. Donc c'est pour ça que la sanction peut être aussi une preuve d'amour dès lors qu'elle est posée de manière cohérente, sensée, sans violence. Il n'y a pas besoin de crier pour sanctionner, il n'y a pas besoin de taper pour sanctionner, en fait. Mais elle est claire, elle est inamovible, et je crois que quelques interdits bien posés permettent à l'intérieur de ce cadre aux enfants de vraiment exercer leur liberté. Et puis nous, de nous autoriser, de nous appuyer sur ces interdits structurants pour ensuite retourner vers l'imaginaire, retourner vers le jeu. Je crois que jouer avec nos enfants, faire du sport avec nos enfants, avoir une complicité avec nos enfants, c'est quand même la meilleure... en fait, c'est la meilleure ressource qu'on a contre la dépression et contre ce monde anxiogène. Ils peuvent avoir des super bons souvenirs avec nous aujourd'hui. C'est pas parce que, oui, il y a des crises, mais encore une fois, il faut essayer de ne pas avoir une mémoire de poisson rouge. De tout temps, l'humanité a traversé des crises. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc après, est-ce que nous, on participe à la panique collective et on nourrit la crise ou est-ce qu'on refuse d'être des profiteurs de crise et on rassure, on sécurise nos enfants et on leur dit de toute façon, t'inquiète pas, tu as des ressources et tu vas trouver des réponses, mais surtout moi, je vais te donner les moyens de les trouver, tes réponses. Donc je vais pas te rendre débile en te mettant derrière un écran, je vais t'obliger à lire des livres. Ça, on peut le faire. On a tous la capacité de dire à notre enfant, si tu passes 30 minutes devant la télé, je te préviens, tu passes 30 minutes devant un bouquin. Et c'est pas négociable. Voilà, c'est 9 semaines de vacances, tu me lis 9 livres et tu me fais 9 fiches de lecture. 9 fiches au secours. Voilà. C'était la punition absolue. Moi, je suis une tyran. Moi, je l'ai fait. Ça avec votre mais ado ouais, c'est vachement bien. Du coup, je me rappelle de livres que j'avais oubliés que j'avais lus. C'est super. Vous dites également qu'il faudrait d'urgence créer une charte de protection des mineurs et du respect de leurs besoins fondamentaux en cas de crise. Oui, parce que ce qui a été sidérant pendant la crise, c'est que des conventions internationales, on en a. L'OMS rappelle ce que c'est que la santé, des conventions internationales, on en a. Les droits de l'enfant, on les a justement parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé des conventions. Qu'aujourd'hui, on sait, c'est pas simplement des cliniciens qui le disent de manière internationale, on a établi les besoins physiologiques, émotionnels, sociaux d'un enfant pour son développement pédiatrique. Et on nous a dit on est en guerre et on n'a pas protégé les mineurs. Donc, puisqu'on nous dit qu'il y a des crises en permanence de tout, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper et protéger les mineurs? Et je pense que c'est très très important parce que ça remettrait les enfants à leur place d'enfants qui, quel que soit le contexte, sont sous notre... C'est la deuxième page du livre, c'est leurs besoins sont nos devoirs en fait, ça ne se discute pas. Leurs besoins sont nos devoirs. Donc est-ce que collectivement, on pourrait se mettre d'accord sur le fait que quoi qu'il arrive, on ne met pas les mineurs en position d'adultes. Et ils ont été parentifiés pendant la crise. Est-ce que du coup, avec votre visibilité médiatique, vous avez pu remonter cette suggestion, ce désir de créer cette charte? Nous, on l'a dit, on a interpellé des parlementaires pendant la crise, on a demandé que les enfants soient sortis du pass sanitaire qui allait devenir un pass vaccinal pour qu'il n'y ait pas de conflit dans les familles si les parents n'étaient pas d'accord, par exemple, sur le vaccin, et qu'ils puissent quand même faire du sport, etc. Parce que ça n'avait quand même pas beaucoup de sens de priver un gamin de 12 ans de foot sous prétexte que son père et sa mère n'étaient pas d'accord sur une injection. Donc on a essayé de faire redescendre cette pensée binaire vers une réflexion plus pragmatique, mais on a été... C'est une fin de non-recevoir? Alors en fait, on a été retoqué parce qu'à l'époque, il y avait une majorité absolue à l'Assemblée, donc le Sénat avait validé toutes nos demandes d'amendement et puis on a été retoqué. Donc voilà, on essaye de faire pousser l'intérêt supérieur de l'enfant de manière non politisée, non idéologique. Nous, on est prêt à donner des billes à tout le monde, quel que soit l'horizon politique, mais c'est vrai que sur les enfants, on est quand même dans une époque qui a du mal à entendre qu'un enfant n'est pas un adulte, mais qu'en revanche, un enfant est une personne, quoi, que c'est pas personne. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Bon, ok, nous, on est acteurs, on se désespère pas, on est vénère, et on fait notre maximum pour nos enfants. Et j'ai vraiment envie de dire aux parents dans cette émission, si déjà chacun fait son maximum pour ses enfants, il y a quand même une très très grande différence avec celui qui lâche tout, parce que de toute façon, il est désespéré par le monde, et que du coup, il laisse tomber, qu'il est bloqué sur Twitter, et que du coup, son enfant est devant la télé parce qu'il regarde les mauvaises infos sur Twitter.
allez faire un puzzle avec votre enfant. Déjà, vous lui faites du bien. Et si on fait notre maximum, ça fera la différence. Sauf qu'il y a beaucoup de parents qui s'imaginent faire les choses bien. Non, mais moi, je fais des erreurs tous les jours. Hein. Vous imaginez, mes enfants, ils ont une marquée psy, quoi. Ça doit être horrible. Voilà. Mais il ne faut pas s'interdire d'agir et être inhibé par la culpabilité et se dire parce que je fais des erreurs, je ne fais plus rien. C'est la pire erreur, en fait. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que vous avez des gens qui sont convaincus de faire bien, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout ni le bon comportement, ni la bonne méthode, et qui vous disent après, sans doute en consultation, ah, mais moi j'étais convaincu que je faisais les choses intelligemment. Oui, bah après, quand on peut revenir sur une erreur qu'on a faite, on peut en discuter avec son enfant et lui demander pardon. Ça fait aussi une grande différence. Bon, si on s'entête à penser que enfermer un enfant 10 jours dans une chambre alors qu'il n'a pas de symptômes en lui mettant un plateau repas devant la porte, c'est une bonne idée. Après, moi, je suis que la maman de mes enfants. Je veux dire, je peux qu'inviter ces adultes à réfléchir sur l'éducation peut-être qu'ils ont reçue, leur peur du regard de l'autre, leur peur quelles sont vos peurs pour faire ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez peur de quoi pour avoir tel comportement? Je crois qu'en tant que parent, on doit bosser sur nos peurs. Qui sont les parents qui viennent vous voir en consultation? Qui sont ces gens? Quels sont leurs mots MAUX? Mais moi j'ai des gens d'horizons très très variés. J'ai des parents qui viennent parce qu'ils n'arrivent plus à dialoguer avec leur ado. J'ai des parents qui viennent parce qu'ils sont en colère et inquiets du monde dans lequel vivent nos enfants. Ouais. J'ai des parents qui m'ont amené des enfants avec des symptômes directement liés aux mesures qu'on avait prises. Hein. Des enfants qui voulaient plus aller à l'école, des retards de parole, etc. Mais globalement, si le parent rentre dans le bureau du psy, c'est qu'il a accepté l'idée qu'il avait peut-être besoin d'aide, qu'il se pose des questions. Je pense qu'un parent qui est fondamentalement maltraitant, égoïste et qu'on n'a rien à foutre de son enfant, il ne fait pas la démarche d'aller réfléchir et se remettre en question parce que c'est super dur quand on est parent de se dire je vais demander à une psy que je ne connais pas quel est son avis et puis on prend un risque parce qu'on ne sait pas si ce psy va être approprié. C'est des gens qui se questionnent en fait. C'est des gens qui se questionnent, mais j'essaye toujours de leur dire, comme disait Winnicott à ses patients, vous êtes le père et la mère de cet enfant, donc de toute façon, ne me demandez pas, moi, la solution magique, parce que je suis forcément moins bien placée que vous. Je peux vous aider à penser, je peux vous aider à dézoomer, je peux vous aider à vous poser des questions, à interpréter un symptôme que vous n'avez pas les clés psychologiques pour interpréter. Et peut-être vous pensez que tel symptôme est directement lié à vous, alors qu'en fait, c'est dans le transgénérationnel de sa lignée paternelle qu'il y a un truc et ça vous échappe et on va le régler en thérapie. Mais après, c'est vous, sa mère, et moi, je veux vraiment rendre aux parents leur place de parents. Je veux pas... Je peux pas dire l'État vole aux parents leur autorité parentale pour ensuite, moi, en tant que psychologue, voler aux parents leur légitimité parentale. Bien sûr. Pour terminer, j'ai lu, alors pendant que vous étiez en train de parler, je réfléchissais à ça, mais j'ai lu quelque part que les enfants nés pendant la période Covid avaient sans doute inconsciemment, dans leur subconscient, inconscient, je ne sais pas très bien, mais auraient sans doute quelques séquelles de cette période. Lorsque ils sont nés en plein Covid, c'est-à-dire en 2020. C'est le cas de vos petits jumeaux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir quelque chose? Alors, moi, je touche du bois. Tout va bien, mes petits jumeaux n'ont vraiment pas de retard de parole. Parce que c'est ce qu'on dit, les entrées en CP sont paraît-il, catastrophiques. Ils sont très, très bavards. Après, moi, évidemment, que devant eux, à la maison, je ne portais jamais le masque. Il était hors de question pour moi de priver mes enfants de mon visage. Donc, ça papote pas mal. Mais quand j'ai des retours de maîtresses d'enfants qui sont en CP, donc les enfants qui sont nés en 2020 sont en petite section cette année. Quand j'ai des retours de maîtresses d'enfants qui sont maintenant en CP, qui étaient en maternelle quand il y a eu les fermetures de classe, etc., elles me disent que c'est des enfants vraiment très, très, très en difficulté, quoi. Ils ont du mal avec le graphisme, ils ont du mal à être confiants, ils ont mal au ventre. Moi, là, j'ai une maîtresse qui m'envoie souvent des messages en me disant « Mais qu'est-ce que je leur dis? Parce qu'en fait, j'arrive pas à mettre en route les apprentissages, je dois les rassurer d'être à l'école. » Je dois les rassurer d'être à l'école. Elle est hallucinante, cette phrase, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sentent... Moi, je vois bien les messages qu'on reçoit, hein, des parents qui sentent leur enfant en difficulté. C'est pas irrécupérable, mais comme disait un membre de la Société française de pédiatrie, il faut comprendre qu'à cet âge-là, tous les besoins qui ont été négligés, toutes les zones de développement qui ont été mises de côté, c'est quand même des gros retards et c'est quand même beaucoup de travail pour rattraper les choses après parce que c'est un moment où les réseaux neuronaux se mettent en place et donc les stimulations qui n'ont pas eu lieu pour un bébé ou pour un tout petit enfant
elles n'ont pas eu lieu, quoi. Elles n'ont pas eu lieu. Donc il arrive avec presque le mot est un peu fort, mais presque une mutilation psychique, quoi. Donc il va devoir, au moment où il devait apprendre à lire, il va devoir apprendre à supporter d'être en classe, etc., etc., quoi. Mais c'est pas irréversible. C'est pas, de toute façon, c'est pas irréversible. Il y a des enfants qui ont sombré, mais pour la très grande majorité, c'est pas irréversible. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'on les ait amputés de cette vitalité. Bon, la famille va bien. Les 3 petits vont bien. Mes trois petits, garçons. Pour le moment, les 3 garçons vont bien. Voilà. Formidable. Ils s'entendent bien. Pour le moment, ça va. Ils s'entendent très bien, ouais. Mais moi, je pense que vraiment, le rôle d'une mère, c'est d'unifier, quoi. C'est-à-dire de ne pas créer de rivalité entre les enfants. Et j'essaye vraiment que... Enfin, je me dis, j'ai vraiment envie qu'ils soient des alliés quand je ne serai pas là, quand je ne serai plus là. C'est des vrais jumeaux? C'est des faux jumeaux. C'est des faux jumeaux. Ils ne se ressemblent ressemblent pas du tout. Et même au niveau du caractère, c'est pas du tout... Ils n'ont pas les mêmes cheveux, ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ils ne sont pas dans la même classe. D'accord. Mais ils sont très potes. Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est bien de mettre des jumeaux dans la même classe? C'est une vraie question de parents, ça. Alors, moi, en tant que psychologue, je ne veux pas me mettre en position de sachante. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Mais vous ne l'avez pas fait. Moi, le choix que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé, moi, dans ma tête de mère de jumeaux. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un guide de survie pour les parents de jumeaux. Parce que je vous assure que vous maquillez pour la télé quand vous avez les deux en train de taguer les murs de la salle de bain au fond de teint, c'est vraiment compliqué. Je les vois en plus. J'ai eu des jumeaux aussi, donc je peux vous dire. Moi, le choix que j'ai fait, en fait, je me suis dit, oh là, ils ont été pendant 8 mois dans mon ventre ensemble. Ouais. Ils vont être séparés de mon ventre. Donc, je ne vais pas en plus les séparer tout de suite parce que là, ils vont devenir complètement psychotiques. Ouais. Donc, je les ai laissés pendant 2 mois dans le même lit. Okay. Et donc ils dormaient ensemble, donc c'était hyper mignon, quoi. C'était comme 2 petits écureuils et puis ils dormaient ensemble, c'était absolument adorable. Ouais. Et puis au bout de 2 mois, j'ai mis la barrière en fait au milieu de leur lit, donc ils étaient proches mais séparés. Ouais. Et puis ensuite j'ai écarté leur lit. Ils sont toujours dans la même chambre à 3 ans. Et donc ils ont évidemment été beaucoup plus ensemble qu'un grand frère et un petit frère. Ouais. C'était difficile de trouver du temps pour chacun séparément. Mais donc ensuite à l'école, j'ai décidé de les mettre chacun dans leur classe pour qu'ils aient justement leur espace, leurs copains, leurs activités qui ne soient pas du tout en compétition. Je vais les inscrire à des activités différentes, ils ne feront pas le même sport. Parce que je veux qu'ils sentent qu'ils sont complémentaires, qu'ils ont des choses à s'apporter et qu'ils ne soient pas en rivalité en fait, qu'ils ne développent pas de complexe parce qu'il y en a un qui est meilleur en basket que l'autre. J'ai envie qu'ils aient chacun leur vie et que du coup ils aient d'autant plus de bonheur à se retrouver et à se raconter des trucs. C'est mon choix. C'est peut-être pas bien ce que je fais. Il n'y a pas d'études là-dessus? Moi, j'ai eu des frères qui étaient vrais jumeaux, donc on ne pouvait même pas les distinguer au niveau de la voix ou du physique quand ils étaient petits. Ah ouais. Je pense que c'était pas si facile que ça à vivre pour trouver sa place. Voilà, je fais comme ça, mais bon, je navigue à vue, j'ai pas la science infuse. Oui, parce qu'on en rigole aujourd'hui et on se dit souvent, oh, ça devait être cool d'avoir un frère jumeau ou des situations qu'on imagine. Je pense que c'est pas si facile à gérer. Alors, ils ont beaucoup d'hormones d'adaptation. Il paraît qu'au niveau cérébral, les jumeaux ont plus d'hormones d'adaptation. Ouais. Moi, ils me font des trucs très marrants, c'est-à-dire que quand il y en a un qui monte sur mes genoux, il dit à l'autre, il n'y a plus de place. Donc je lui rappelle que j'ai 2 genoux, pas de chance. Voilà, donc c'est assez rigolo de voir les petits mécanismes de rivalité et c'est important, je pense, d'être modérateur et qu'il n'y ait pas de jalousie qui s'installe. Comment vous vous définissez comme maman? Vous êtes une maman quoi? C'est très dur de se définir comme maman. Hein. Est-ce que vous êtes une maman rock'n'roll? C'est-à-dire? C'est une maman fun, une maman... Alors ça rigole beaucoup à la maison. C'est vrai? Ça rigole beaucoup à la maison. Je ne me sens pas plus autoritaire que ça. Pourtant, vous donnez une image assez autoritaire parfois. En fait, on négocie pas sur... pour moi, les règles qui sont en place, elles ne sont pas négociables. Ouais. Voilà, donc tu n'insultes pas, tu ne tapes pas, tu dis bonjour en regardant dans les yeux. Ouais. Voilà, et en fait, là, je suis prête à perdre un quart d'heure s'il faut, mais je lâche rien. Okay. Tu dis merci. Et à l'intérieur de ça, ça évidemment, oui, tu dis s'il vous plaît, tu dis merci. C'est la base, oui. Et à l'intérieur de ça, je suis plutôt cool. Voilà, je suis plutôt cool. Je suis pas du tout. Moi, j'ai été très marquée par les cris et les obsessions de ma mère. Donc, j'ai pas du tout envie que mes enfants plus tard se disent qu'il y avait une ambiance pourrie à la maison. Donc, il y a de la musique, ça rigole.
ça chante, ça danse, voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'écart entre le premier et les petits. Ouais, ils ont 9 ans d'écart. Il y a 9 ans d'écart, c'est beaucoup. Voilà, donc il y a des zones, il y a des limites à l'intérieur desquelles on a le droit de faire n'importe quoi, mais dans un espace qui est très clairement défini, en fait. Voilà. Et puis, donc ça peut être n'importe quoi dans votre chambre. Par contre, le salon, vous m'amenez pas les jeux dedans. Vous voyez, c'est des choses comme ça. On définit les espaces. Bien sûr, on définit les espaces. Voilà. Et je vois très bien les salons transformés en salle de jeu. Donc non, l'appart n'est pas une crèche géante. Vous avez une super chambre, vous jouez dans votre chambre. Je viens jouer dans votre chambre. Et le moment où vous êtes avec les adultes, vous êtes avec les adultes, mais en fait, le canapé n'est pas un trampoline. Et vous commencez à bien... Le canapé n'est pas un trampoline, c'est un truc qui est compliqué à mettre en place. Et vous arrivez à bien cerner maintenant les personnalités de chacun qui se dessinent là au fur et à mesure. Vous arrivez bien à voir qui est qui et qui fait quoi. Ouais, alors ce que je remarque chez les jumeaux, c'est que ils ont leur phase. Ouais. Et c'est très intéressant de voir quand même comment il y a un effet de vase communicant, c'est-à-dire que les phases, les enfants sont comme les adultes, ils ont des hauts et des bas. Et quand il y en a un qui est dans une phase où il va un peu moins bien, où il est hypersensible, un peu moins sécure, un peu plus fusionnel avec moi, l'autre va très très bien. Et puis après, c'est l'autre qui a le plus besoin que moi. C'est comme s'il y avait un inconscient commun qui faisait qu'il y avait un espèce de roulement. Là, en ce moment, j'en ai un qui est en surconfiance en lui, puis l'autre qui a vraiment besoin que je le rassure. Et je sais qu'à un moment donné, ça va tourner, il va regagner un stade de développement, et puis peut-être que l'autre va avoir besoin de faire un peu le bébé. C'est assez intéressant à observer chez les jumeaux la manière dont on a l'impression qu'ils se synchronisent dans les moments où ils vont mieux ou un peu moins bien. Bon, ce qui est important, c'est que ça reste équilibré. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous les habillez pas de la même manière? Non, pas du tout. De toute façon, ils n'ont pas la même morphologie. Mais c'est vraiment des jumeaux. Hein. Oui, c'est vraiment des jumeaux. C'est passionnant. Merci infiniment. Être parent en temps de crise aux éditions Guy Trédaniel et comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. Alors évidemment, il y a le constat. Il y a aussi cette période de Covid qui a été traumatisante. Les traumas, on en parle dans ce livre. Et puis, il y a toutes les solutions pour essayer de trouver des clés et des réponses aux questions qu'on se pose en tant que parent quand on est parfois un peu démuni face à des situations assez complexes que l'on vit dans notre société d'aujourd'hui. J'étais ravi de vous accueillir, Marie-Estelle. Oui, et quand je dis traumatisante, que les gens entendent bien que je ne dramatise pas, c'est pas la difficulté qui est traumatisante, c'est la perte de sens. Et donc ce qui les a traumatisés, c'était l'inversion des places et la perte de sens. C'est pas de fournir un effort difficile, bien évidemment, ça fait partie de la vie de fournir des efforts. Bon, à 16h30, il y a la sortie des écoles, donc il faut aller chercher les petits à l'école. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Comme d'habitude, vous savez, vous commentez, vous partagez, le petit like, etc., etc. Et on lira avec attention tous les commentaires que vous allez suggérer pour cette émission. À très bientôt pour une nouvelle rencontre sur ABC. Salut.